Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à cette édition à langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce mercredi 24 février 2021, les titres pour démarrer. Il ne reste qu'une année à l'équipe de la Commission nationale Terre et autres biens pour terminer son mandat et à partir du 13 mars prochain, cette commission ne recevra plus de nouveaux dossiers. Des pluies diluviennes ont occasionné d'énormes dégâts matériels dans le sud de la capitale Bujumbura dans la nuit de mardi à mercredi. Plus de 60 maisons et des routes ont été détruites au quartier Ruziba, zone Kanyosha, dans la commune d'Omoura. Vers la fin de cette édition, vous suivez le mini-magazine au cœur de la société qui sera centré sur les activités de la coopérative Igriteka qui regroupe les réfugiés burundais et les Rwandais. C'est au sud de ce pays voisin. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Démarrons cette édition par cette brève d'insécurité. Un policier a tué par balle un chauffeur de taxi en face de l'ex-marché central de Bujumbura le soir de ce mardi. Les personnes qui étaient sur les lieux disent que le chauffeur aurait rendu l'âme sur place. Et Pierre Mouriquier, porte-parole de la police, a dit qu'il s'agissait de la légitime défense. Je vous le disais tantôt, plus de 60 maisons et d'autres infrastructures routières ont été endommagées dans le quartier Ruziba, zone Kanyosha, commune Moura. C'est suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur ce quartier dans la nuit de ce mardi, 23 février 2021. Des sources sur place indiquent qu'une partie du marché de Ruziba a été également endommagée dans la matinée de ce mercredi. Les habitants de Ruziba ont essayé de sauver leurs affaires emportées dans les décombres des maisons. Le chef de quartier lance un appel à toute âme charitable pour venir en aide à cette population en détresse. Poursuivons cette édition, la Commission nationale Terre et autres biens CNTB ne sauvera plus de nouvelles allégations après la date du 13 mars 2021 et son mandat prendra fin en date du 13 mars 2022. L'annonce a été faite ce mercredi par Félicien Ndouburundi, président de la CNTB, dans une conférence avec les journalistes. Ceux qui ne seront pas encore entendus avant cette date, leurs différends seront réglés au niveau des cours et tribunaux suivis. Itegeko rigenga CNTB mu ngingo yaryo ya 32 agace ka kabiri. Une loi régissant la CNTB dans son article 32, partie 2, qui donne un délai de nouvelles allégations, se termine le 13 mars 2021. Cette même loi, dans son article 31, indique encore que le mandat de la CNTB prendra fin en date du 13 mars 2022. Compte tenu du travail de son personnel sur terrain, la Commission nationale Terre et autres biens informe à tout le public ce qui suit. La CNTB ne recevra pas de nouvelles allégations après le 13 mars 2021. Les représentants de cette commission des différentes provinces sont priés de le respecter. Ceux qui ne seront pas encore accueillis contacteront les tribunaux. La CNTB continuera à écouter ceux qui avaient déposé le dossier avant la date du 13 mars, que ce soit au niveau provincial, que ce soit au niveau du recours. En attendant la fin du mandat de la commission, ordonne de respecter la dite commission et les lois régissant la commission. La CNTB voudrait mettre en garde tout son personnel sur terrain qui ont été suspendus dans les dossiers à litige, mais qui n'ont pas voulu entendre. Ceux qui sont en conflit sont priés de respecter la décision de la CNTB. Celui qui ne serait pas convaincu qu'il y fait appel. La commission profite de l'occasion en mettant en garde ceux qui ignorent notre annonce, voulant attendre la fin du mandat de la CNTB, croyant qu'ils vont porter plainte dans les tribunaux. Kugabisha abiteza utunyoni ntibaze gutora ingingo ngo barindiriye ko ikiringo c'umuntu kirangira kugira ngo bace bitura amasentare. À 2 jours de la fin de son mandat, les parlementaires de la communauté de l'Afrique de l'Est sont impatients de voir partir libéral Mfumukeko. Secrétaire général de l'EAC, ce Burundais est accusé d'être à l'origine du dysfonctionnement de tous les organes et institutions de cette communauté. Les détails avec Olivier Gakima.
Selon le journal The East African, sur la base des 4 piliers de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'union douanière, le protocole du marché commun, l'union monétaire et la fédération politique, les critiques affirment qu'aucun d'entre eux n'a enregistré de développement significatif au cours des 5 années du mandat de Mfumuke Eko. Les parlementaires de l'EAC l'accusent d'avoir été en désaccord avec presque tous les principaux organes de la communauté, y compris le Conseil des ministres, l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est et la Cour de justice de l'Afrique de l'Est. Certains membres du personnel qui se sont exprimés sous anonymat l'ont décrit comme arrogant, peu diplomatique, insensible, incompétent et déconnecté de la réalité. Abdikadir Aden, député de l'EALA, lui, n'y va pas par 4 chemins. Il n'a pas su offrir le leadership nécessaire. Pendant son temps, les organes et institutions de la communauté de l'Afrique de l'Est sont presque dysfonctionnels et n'évoluent pas dans la même direction. Sa relation avec les autres organes de l'EAC, y compris l'EALA, ne peut être décrite que comme une catastrophe, a-t-il déclaré. Quant à Denis Namara, président du comité des objectifs généraux, le rôle du secrétaire général est de s'assurer que les préoccupations des organes sont celles de la communauté en tant que comptable. C'est lui qui est censé chercher de l'argent auprès des donateurs et des États partenaires et veiller à ce qu'il y ait un financement pour les activités de la communauté est-africaine. Denis Namara reproche également au secrétaire général de ne pas avoir veillé à ce que les États partenaires remettent leur contribution à temps. Pour sa défense, Libera Mfumuke Eko a rejeté ces accusations, affirmant plutôt qu'il avait mobilisé des fonds pour les principaux organes et programmes gérés par la communauté. Libera Mfumuke Eko a été nommé lors du sommet de février 2016 des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est pour remplacer Dr Richard Sezibera du Rwanda. Sa nomination a pris effet le 26 avril 2016. Le sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est doit maintenant nommer son successeur le 27 février à l'expiration de son mandat. Poursuivons cette édition, l'absence d'indépendance de la justice au Burundi et de la séparation des pouvoirs reste toujours un problème majeur au Burundi. Marie-Louise Barichako, présidente du mouvement Inamahoro des femmes et des filles pour la paix et la sécurité, en appelle au président de la République du Burundi pour une mise en œuvre effective des lois et un retour de l'ordre dans les différentes instances de prise de décision suivies. Le problème majeur, c'est l'absence d'indépendance de la magistrature et l'absence de séparation de pouvoir. Et la seule personne qui peut gérer cette question, ce sont les dirigeants. Les dirigeants du pays, c'est eux qui ont cette responsabilité. Malheureusement, il leur faut encore la volonté de bien faire et il leur faut encore le sentiment d'avoir une obligation envers la population. Autrement, la justice, on aurait pu plaider pour des lois, on aurait pu plaider pour des instruments, mais tel que c'est, on a suffisamment de lois et de qualité, on a des instruments de qualité, des instruments nationaux, des instruments internationaux qu'on a adoptés et dont on est parti aujourd'hui. Le problème, c'est vraiment la mise en œuvre. Et c'est vraiment cette indépendance de la magistrature dont on parle. La justice serait possible si les services de sécurité ne s'en mêlaient pas, parce que c'est là où le bas blesse. Un juge qui veut rendre son jugement en âme et conscience, il est confronté aux injonctions des agents de services de sécurité. Et quand je parle d'agents de services de sécurité, je veux dire menace, je veux dire menace de mort. Ce que nous cherchons au niveau du président de la République, c'est de garantir l'indépendance de la magistrature. Et à la ministre de la Justice, de défendre l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est leur responsabilité. Marie-Louise Barichako s'exprimait dans le cadre de l'émission Yagamu Kenyezi, produite en synergie par les médias Inzamba et Télévision Renaissance. L'intégralité de cette émission est disponible déjà en Kirundi sur toutes les plateformes de diffusion de la Télévision Renaissance. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État.
Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Magufuli reconnaît enfin l'existence du Covid-19 sur le territoire tanzanien. Le président a effectivement appelé ses concitoyens plutôt à se protéger. Pendant ce temps, au Rwanda, les statistiques baissent et on déconfine, alors que le Sénégal, lui, lance sa campagne de vaccination. Franck Kazé nous en dit plus. Les chiffres semblent se stabiliser au Rwanda depuis quelques 3 semaines. Avec des statistiques aussi autour de 100 personnes contaminées par jour, le gouvernement vient de décider le déconfinement de la capitale Kigali et, plus symbolique, la réouverture des classes après un an de fermeture. Mais la nouvelle la plus à la une vient de la Tanzanie, avec le retournement à 180 degrés du président John Magufuli, qui reconnaît enfin le danger que représente la pandémie du Covid-19 dans son pays. Contre toute attente, il a appelé les Tanzaniens à porter le masque pour se protéger contre le virus. Mais visiblement, son attitude semble tardive puisque son pays paie aujourd'hui pour ses discours de déni qui ont pratiquement duré 1 an. C'est que l'OMS ne lui pardonne pas. L'agence onusienne vient en effet de déclarer que la Tanzanie constitue un danger pour ses voisins. Une déclaration qui rentre d'ailleurs dans la logique de la décision de la même organisation de retirer ce pays, comme le Burundi, de la liste de ceux qui vont bénéficier des vaccins en 2021 dans le cadre du projet COVAX. Ailleurs sur le continent, le Sénégal a lancé mardi sa campagne de vaccination avec le vaccin chinois Sinopharm. Les autorités sénégalaises ont indiqué être en négociation avec la Russie pour accéder au vaccin Sputnik V en attendant de recevoir un appui en mars du programme COVAX. L'objectif étant de vacciner toutes les personnes de plus de 60 ans dans le pays. Le Sénégal rejoint ainsi le Rwanda, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Seychelles et l'île Maurice dans cette opération de vaccination de la population sur le continent africain. Merci à Franck Kazé. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société, produit en synergie. Aujourd'hui, nous parlons des activités de la coopérative Egiliteka qui regroupe les réfugiés burundais et les Rwandais dans le secteur de Nyamata au sud du Rwanda. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ils mènent leurs activités agropastorales dans un terrain leur prêté par la Maison Shalom depuis plus de 6 mois dans le district de Bugesera, situé dans la province est du Rwanda. Les réfugiés burundais et la population haute ont récemment récolté le maïs. C'est sur cette première récolte que nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 20 février 2021. C'est Émile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. C'est la coopérative Egiliteka qui a eu sa première récolte de maïs ce jeudi dans le secteur Nyamata, c'est au sud-est du Rwanda. Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance était sur place. Sur la colline Murambi du secteur Nyamata dans le district de Bugesera dans la province de l'Est du Rwanda, exactement à 3 km de la ville de Nyamata, il y a une propriété foncière d'une superficie de 4,5 hectares qui fait la différence sur cette colline. Un vaste champ de maïs verdoyant s'étend sur la grande partie de cette propriété. Sur l'autre partie, il y a une plantation de manguiers, un champ des aubergines, une bananerie, un poulailler et une porcherie. Cette propriété appartient à la coopérative Egiliteka qui regroupe les réfugiés burundais et une communauté locale du pays hôte. Cette burundaise, membre de la coopérative Egiliteka, ne doute pas de la réussite de leur projet. On s'est mis ensemble avec les Rwandais et on a bénéficié des formations avant de démarrer ce projet. Nous cultivons le maïs, nous élevons les porcs et les poules.
Nous espérons un bon résultat. C'est dans l'espoir qu'on s'est investi beaucoup et ne doutons pas que ce projet portera ses fruits. Ouiman Rachel, une Rwandaise membre de la coopérative Giriteka, indique que l'intégration des réfugiés burundais a été non seulement facile, mais aussi une aubaine pour la communauté rwandaise d'Onyamata. Les Burundais et les Rwandais, nous sommes les mêmes. On est fiers d'eux. Ce sont par ailleurs des gens intègres. Nous avons plusieurs ressemblances. Nous souhaitons que notre projet avance bien. Cela facilitera notre développement et celui des nôtres. Le premier atout de la coopérative Giriteka a été les ressources humaines. Les réfugiés burundais qui étaient dans différents secteurs de la vie du pays ont rendu complémentaires leurs connaissances, selon Hagorima Jean-Paul, le président de la coopérative Giriteka. Au Burundi, nous étions dans les différentes provinces. Et il y a aussi ceux qui sont venus des villes de Bujumbura, de Gitega, de partout dans le pays. Et nous sommes rencontrés ici. Mais c'était vraiment très difficile de vivre dans un pays étranger, de trouver un emploi. Mais c'était difficile. Mais nous avons vu, si nous voulons vivre vraiment, il faut, je peux dire en Kirundi, ce qu'on disait à Kirundi, et nous avons dit alors, il faut travailler. Il y avait des infirmiers, il y avait des docteurs, il y avait donc dans tous les secteurs. Donc nous avons mis la force ensemble. Nous avons dit avoir des connaissances partout. Nous avons des agronomes, nous avons des vétérinaires qui nous ont donné des connaissances et nous sommes ici vraiment, nous avons mis ensemble ce que chacun peut faire. Cette coopérative compte 120 membres, dont 84 Burundais et 36 Rwandais. Elle a reçu l'appui financier et technique de l'ONG Maison Shalom International. Sur ce terrain de 4,5 hectares, la coopérative Giriteka a planté le maïs sur plus de 3 hectares. Elle compte obtenir en tout une récolte de plus de 20 tonnes. Selon Wilhelmine Wibereho, responsable du programme d'appui économique au sein de la Maison Shalom, ce terrain a été gratuitement prêté à la Maison Shalom par un partenaire pour une période de 5 ans. En cédant ce terrain, en fait, la Maison Shalom voulait aider les personnes qui n'ont pas d'emploi pour avoir une occupation qui peut leur aider à générer des revenus. Lesquels revenus va les aider à prendre en charge leur famille, à subvenir à certains de leurs besoins. Au micro de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba, Wilhelmine Wibereho explique également l'avantage de travailler en coopérative. Travailler en coopérative, travailler en équipe présente beaucoup d'avantages. Je vais donner quelques-uns, en commençant par le fait que les connaissances, les expériences de chacun, de chacune sont partagées parce qu'on ne peut pas tout connaître. C'est mieux quand chacun apporte ce qu'il sait, ce qu'il connaît pour que ça aide dans le bon déroulement du projet. Autre chose, c'est que, comme on le dit, l'union fait la force, tout ça. C'est bon quand il y a des travaux qui demandent de la force physique. Je reviens sur les activités agropastorales, ça demande de la force physique. Alors ça présente un avantage quand vous travaillez ensemble parce que vous partagez les tâches et puis aussi quand vous mettez ensemble la force, l'activité va vite. Autre chose, c'est que même pour s'il y a des opportunités qui se présentent, des bailleurs qui se présentent, ils préfèrent beaucoup plus travailler avec des gens qui travaillent en équipe, qui travaillent en coopérative, que travailler avec des gens qui sont seuls. Tu vois. Donc, il y a une confiance qui se crée, il y a une confiance envers ces gens-là qui sont en équipe, envers ces gens qui travaillent individuellement. Parce qu'on se dit que s'ils sont en équipe, s'ils sont en groupe, quand même c'est qu'ils sont sérieux.
ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si tu es seul, il y en a même qui se demandent est-ce qu'il ne va pas prendre l'argent et puis partir, disparaître comme ça. Oui. Donc il y a cette confiance-là qu'il y a pour ces personnes-là qui travaillent en groupe. Mais avant de créer une coopérative ou une association, selon Wilhelmine Wibereho, les réfugiés burundais devraient d'abord vérifier s'ils comprenaient de la même façon l'objectif visé pour éviter les dislocations qui surviennent souvent dans ce genre d'association. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 20 février 2021. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci également à Émile Nibasumba. C'est ce mini-magazine qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.